Force de la nature incontrôlable, le blizzard frappe les hommes chaque hiver, sur tous les continents. Cette super tempête qui combine température glaciale, neige et vents extrêmes est un véritable enfer blanc qui paralyse des pays entiers. Vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. Pris dans les griffes d'un blizzard, la visibilité chute brutalement, désorientant les hommes. Des quantités imprévisibles de neige tombent et s'accumulent, créant le chaos sur les routes. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. Ces éléments déchaînés sont causés par la rencontre entre une masse d'air chaud et une masse d'air froid, dans des conditions de froid intenses. Vous réunissez une tempête de vent avec une tempête de neige, et là, vous avez le froid aussi qui s'en mêle. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour donner cette super tempête. En Amérique du Nord, des tempêtes de neige monstrueuses et fréquentes se forment au-dessus des grands lacs pour atteindre des dimensions gigantesques. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres. On parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. Lorsque ce monstre atteint des régions de plaine en hiver, des vents de plus en plus violents vont continuer d'alimenter la force du blizzard, balayant tout sur son passage. Eleanor en 2018 ou encore Snowzilla ou Stella en 2017 sont autant de super blizzards qui ont frappé l'Europe et l'Amérique du Nord. Des phénomènes que les scientifiques ont du mal à prévoir, mais contre lesquels ils se mobilisent. On va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc, si elle se dépose là, elle n'ira plus là. En mesurant l'intensité du vent et la structure des flocons, les scientifiques tentent de décrypter ce phénomène pour mieux protéger les populations. Mais malgré des prévisions de plus en plus précises, le blizzard continue de tuer chaque année partout dans le monde. Comment prévoir la force de ces tueurs blancs? Pourquoi des villes comme New York ou Montréal peuvent-elles se retrouver paralysées pendant plusieurs jours à cause d'un blizzard? Quelles solutions sont mises en place pour éviter le pire? Et pourquoi cette force de la nature est-elle tant redoutée? Le blizzard, une force de la nature totalement incontrôlable qui balaye tout sur son passage. Cette super tempête de neige alliée à des vents extrêmes et des températures polaires est un redoutable monstre froid, un tueur implacable qui règne en maître sur certaines régions du globe. Les blizzards touchent avant tout les régions froides de tous les continents, surtout dans les grandes plaines où le vent peut devenir violent. La notion de blizzard est intimement liée aux grandes plaines enneigées. Donc on pense au Canada, on pense également aux USA et on pense à la Russie. Et donc on se retrouve avec ces configurations de plaines avec pas forcément beaucoup de neige et des vents importants. Et c'est pas parce qu'on n'a pas 3 mètres de neige que la tempête ne sera pas violente. Les blizzards sont fréquents dans les régions proches du pôle Sud et du pôle Nord, là où les températures basses sont extrêmes. Le Canada, les États-Unis en raison de leur proximité avec l'Arctique, mais aussi la Sibérie sont les régions les plus exposées. Mais aujourd'hui, ce phénomène peut frapper dans toutes les régions tempérées du globe. La nature de ce phénomène est si complexe et si brutale que les scientifiques ont du mal à le décrire et à évaluer sa puissance. Si on parle en termes météorologiques, on pourrait pratiquement dire que le blizzard, ça ne se mesure pas, ça n'existe pas en soi. Mais alors, qu'est-ce qu'un blizzard? Pour bien faire la différence entre tempête et blizzard et mieux préparer la population aux risques qu'elle encourt, le Canada a établi une liste de critères précis avec des seuils minimaux. Lorsqu'ils sont dépassés, nous sommes en présence d'un blizzard. Ces critères de définition forment ce qu'on appelle la règle des 4. Selon cette règle,
On parle de blizzard lorsque la visibilité est réduite à moins de 400 mètres, quand le phénomène dure au moins 4 heures et que les vents, véritables moteurs du blizzard, soufflent à plus de 40 km/h. À l'origine d'un blizzard, il y a d'abord cette alliance détonnante entre deux phénomènes puissants et bien connus, la neige et le vent. Le blizzard, c'est une tempête de neige. On peut le définir simplement comme ça. Donc, vous avez de la neige et vous avez surtout du vent, parce que derrière le mot blizzard est caché le mot vent. Cette tempête hivernale provoque des dégâts importants dans les plaines et en ville. En Amérique du Nord, les vents des blizzards les plus importants dépassent les 150 km/h. Un vrai fléau. Les vents, ces vents-là, quand ils ont une certaine force, dans différentes conditions, vont soulever la neige ou vont balayer la neige qui tombe, réduisant la visibilité. Comme le moteur d'une machine infernale, le blizzard a besoin de deux carburants essentiels pour frapper. Des vents violents et d'importantes chutes de neige. Réunis, ces deux facteurs font brutalement chuter la visibilité et peuvent paralyser pendant plusieurs jours des mégapoles comme New York ou Montréal. Dans ces conditions extrêmes, l'homme ne peut rien faire, bloqué par la neige qui ne cesse de tourbillonner. La neige, elle peut simplement être reprise au niveau du sol, comme on parle d'une tempête de sable. Donc ce sont des mécanismes qui sont vraiment similaires. Et on va avoir l'effet du vent qui va singulièrement nous compliquer la situation. Le rôle du vent est majeur dans un épisode de blizzard. À cause de ses vitesses exceptionnelles, le vent balaie la neige en train de tomber et reprend les flocons déjà au sol, créant ainsi des accumulations de neige soudaines et imprévisibles. Un véritable piège pour les automobilistes. Un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. La neige est arrachée là où le vent est le plus fort, là où il souffle en rafale, au moment des rafales, et puis la neige se redépose là où le vent ralentit, où il est plus faible. Cette redistribution de la neige par le vent est loin d'être superficielle et peut avoir des conséquences catastrophiques en plaine comme en montagne. Ça va augmenter les quantités de neige dans les zones de départ d'avalanche. Ça peut être aussi de la neige qui va se déposer sur des axes routiers. Et puis ça peut être aussi de venir se déposer autour des bâtiments et obliger un déneigement intense pour accéder aux bâtiments. Mais la formation brutale de tas de neige n'est pas le seul danger pour des personnes prises au piège dans un blizzard. En effet, les flocons balayés par le vent vont très vite former un voile opaque qui désoriente les individus. À cause de l'intensité des vents, la neige du blizzard est transportée sur de grandes distances, ce qui réduit la visibilité à parfois quelques mètres. Lorsque ce voile opaque tombe, on se retrouve dans le blanc le plus total, secoué comme à l'intérieur d'une gigantesque machine à laver. Un blizzard, ça peut s'apparenter un petit peu à ce qu'on retrouve dans des brouillards très, très denses. Par contre, dans un blizzard, à la différence d'un brouillard, vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. Donc, ce n'est vraiment pas des conditions pour être à l'extérieur. Les zones touchées par le blizzard se transforment alors en pièges mortels. Être dans des conditions de blizzard, c'est un peu comme si on vous avait mis dans une pièce où on ne voit pas à 2 mètres, on voit à peine ses pieds et on vous fait tourner les yeux bandés pendant 4-5 tours et on vous dit maintenant réorientez-vous. Ballotté au milieu d'une poudrerie, l'homme perd tous ses repères et même son équilibre, balayé par des vents de plus en plus forts. Avec des températures glaciales pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés et des chutes de neige très importantes, le blizzard, un véritable enfer blanc. D'abord, il y a la neige qui vous tombe dessus avec intensité à un rythme de 3 à 5 cm à l'heure. Et en plus, les vents se chargent de reprendre cette neige au sol et de la projeter en l'air. Donc, vous vivez une double tempête dans le même moment. Donc là, la visibilité va se retrouver sérieusement compromise. Et le problème, c'est que ça dure pendant des heures. Donc là, vous vous retrouvez dans un voile blanc complètement entouré de neige. Vous n'y voyez rien et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Puis d'autant plus que ces phénomènes-là sont souvent jumelés avec du temps très froid. Donc, ça augmente le côté périlleux. Une force de la nature qui emporte tout sur son passage, même les journalistes météo, surpris par le rugissement du vent.
Ce qui est d'autant plus nouveau pour moi, c'est le son du vent. C'est un rugissement et c'est un cri. Quelque chose que vous ne pouvez pas connaître si vous n'avez pas entendu un vent allant à 140 km/h. Oui, c'est ce qu'on appelle le grondement de l'ouragan. Et c'est ce que je recherche. C'est presque subsonique. C'est comme si vous étiez à un concert. Mais comment se forment ces vents violents? C'est le déplacement de l'air qui va se déplacer des anticyclones vers les dépressions. Et va s'ajouter à ça un élément qui est dû à la rotation de la Terre qui va faire que le vent va avoir tendance à tourner autour des dépressions, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord. Plus les dépressions sont importantes, plus les vents sont puissants. Et la vitesse du vent augmente lorsqu'il ne rencontre pas d'obstacles. Ainsi, les grandes plaines du Canada, proches de l'Arctique, et où les vents peuvent se renforcer sur des kilomètres, rassemblent les conditions idéales pour la formation des blizzards. Un phénomène que les scientifiques ont classé en plusieurs catégories. On peut regrouper les blizzards sous 3 différents types. Donc, il y a un type vraiment où on a un blizzard sans chute de neige. Donc, c'est un blizzard qu'on connaît plus souvent dans les grandes prairies canadiennes. Quand on a eu des précipitations tout de même dans les derniers jours, il faut que la neige soit relativement fraîche ou que la neige soit très sèche. Donc, il n'y a pas vraiment de compaction et qu'elle reste disponible pour les vents, vraiment pour qu'elle soit soulevée et qu'elle réduise la visibilité. Le blizzard des prairies est dû au déplacement des masses d'air froides qui descendent de l'Arctique. Elles se heurtent aux montagnes rocheuses de l'Alberta et progressent en direction du centre et de l'est de l'Amérique du Nord. C'est un phénomène courant qui se produit chaque hiver et s'accompagne de températures glaciales. Vous avez là un blizzard, souvent avec des températures de -20, -30, -35 degrés, qui peut perdurer sur 1, voire même 2 jours. Un deuxième type de blizzard qu'on pourrait identifier qui est plutôt dû à ce qu'on appelle l'effet de lac. Les Grands Lacs américains sont de véritables mers intérieures, avec une superficie cumulée de 245 000 km², soit plus de 3 fois la Manche. Immenses et profonds, ces lacs vont emmagasiner de la chaleur durant tout l'été et conserver une température entre 5 et 10 degrés jusqu'au premier jour de l'hiver. De son côté, l'air qui descend vers le sud-est du pays en provenance de l'Arctique est à une température de -15 degrés. Cette différence de température va entraîner un phénomène de convection libre à l'origine des nuages. En entrant en contact avec l'air froid, l'eau qui s'est évaporée va se transformer en flocons et former de gigantesques bandes neigeuses qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Ça peut donner des quantités de neige astronomiques et souvent c'est accompagné de vent et de visibilité nulle également. Et le troisième type de blizzard, vraiment le blizzard associé à des tempêtes de neige intenses, c'est plutôt la côte est américaine, l'est du Canada qui vont subir ces blizzards-là. Ce type de blizzard est dû à la rencontre de 2 masses d'air différentes. La première, chaude et humide, vient des mers du Sud. La deuxième est une masse d'air froid venue du Nord. Au contact des deux, va se produire une cyclonisation, créant des vents violents ainsi qu'une production de neige intense. Ces vents forts, additionnés à des chutes de neige abondantes, vont donner naissance à de puissants blizzards aveuglants. C'est une tempête très intense qui va avoir des vents forts, qui va avoir de la neige soutenue, et cette neige-là va tomber pratiquement à l'horizontale, donc va vraiment réduire la visibilité. Lorsque les météorologistes repèrent ce type de formation, la diffusion de l'information est la meilleure arme pour lutter contre les effets du blizzard. Même au Canada, où la population a l'habitude de faire face à plus de 30 tempêtes de neige par an, le mot blizzard fait peur, tant ses conséquences peuvent se révéler dramatiques du fait de sa puissance. Le blizzard, c'est tout simplement une tempête là, qui a dégénéré. Donc, il y a des tempêtes majeures, 25 cm et plus. Et à l'intérieur de ces tempêtes-là, il y en a des hyper fortes, hyper intenses, où on va se retrouver avec des accumulations de 30, 40 cm de neige, mais surtout, qui dit tempête en météo, dit vent. Et là, quand on a des vents, c'est 80, 90 km/h qui vont accompagner de telles accumulations de neige. Vous jumelez le tout et ça nous donne des conditions absolument désastreuses pendant plusieurs heures. C'est la définition d'un blizzard. Il vente à Montréal, pas de doute. Dans les dernières minutes, j'ai enregistré avec ma petite station météo des rafales à 58,4 km/h. Pour avoir un avertissement de blizzard au Canada, on parle de vent minimal de 40 km/h, mais souvent, on va avoir besoin de vent un peu plus fort que ces valeurs-là. Donc, tout dépend
également du type de neige qui est au sol, du type de neige qui est à soulever. Les vents forts soulèvent une neige fine et sèche qui tourbillonne. Un phénomène connu sous le nom de poudrerie au Québec et chasse-neige en France. Vous pouvez effectivement avoir l'impression que la neige vous passe sous le nez à très grande vitesse. Eh bien, c'est effectivement normal, puisque la particule de neige, eh bien, elle va être soumise à la gravité, c'est-à-dire qu'elle va tomber dans ce sens-là, mais elle va être aussi soumise à l'influence du vent. Et le vent va se déplacer principalement dans cette direction. Donc, on a des épisodes avec des fortes vitesses de vent et donc des fortes vitesses horizontales des particules de neige. Comme la mer agitée par le vent, des vagues de neige soufflant en rafales vont se lever et empêcher toute visibilité. Un blizzard, c'est vraiment une incapacité à voir devant nous. J'ai déjà traversé un blizzard en voiture qui n'était pas un blizzard sévère, mais qui avait des bandes relativement fortes qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. Et c'est comme si on balançait une couverture blanche devant vous, puis vous ne pouvez plus voir. Dans ce chasse-neige extrême qu'est le blizzard, la perte de repères peut avoir des conséquences dramatiques. Je me souviens, j'ai travaillé dans l'Arctique pendant 1 an et je me suis retrouvé à Hall Beach. Ça, c'est sur le bassin de Fox, là, sur le cercle arctique. Et là, je me suis retrouvé dehors, dans la poudrerie. Donc, la combinaison de tous les vents, les températures très basses et la poudrerie, j'ai perdu complètement mes repères. Et mon confrère de travail, celui qui m'accompagnait, s'était écarté un tout petit peu. J'étais complètement perdu, quasiment incapable de respirer à cause du froid et du vent. Là, heureusement, il est revenu vers moi. Lui, il était familier avec l'environnement, là, parce qu'on peut voir facilement des gens se perdre dans des blizzards. Historiquement, ça s'est déjà vu. Là, des explorateurs qui étaient à 2 mètres de leur campement et qui n'ont jamais retrouvé le campement et ils ont perdu la vie. Des hommes déboussolés, un vent glacial et une neige fine imprévisible. Un blizzard n'est vraiment pas une tempête comme les autres. Pour mieux comprendre ce phénomène, les scientifiques étudient particulièrement la neige qui, même une fois tombée au sol, peut constituer une nouvelle menace si elle est soulevée par les vents. Une fois qu'elle est tombée, la neige continue à se transformer et l'étude de la neige, de ces transformations, va nous permettre de mieux comprendre les différents phénomènes et les conséquences en termes de stabilité du manteau neigeux lorsque différentes couches de neige sont empilées au fil des chutes de neige de l'hiver et qu'elles ont évolué différemment. L'étude des flocons de neige est l'une des clés pour comprendre le fonctionnement d'un blizzard. Dans le nuage, situé à 2 km d'altitude, l'eau est présente sous 3 formes. Sa forme gazeuse, la vapeur d'eau, sa forme liquide, des gouttelettes d'eau, et sa forme solide, la glace. À très petite échelle, cette glace a la forme d'un petit hexagone. Selon les températures et l'humidité, ces hexagones vont s'imbriquer comme des Legos et croître pour former des cristaux de glace en forme de plaquettes, ou bien s'assembler à la verticale pour façonner des cristaux en forme de colonne. Ces hexagones peuvent aussi s'imbriquer par les arêtes et croître pour donner la forme bien connue des 6 branches d'une étoile. Une fois ces différents cristaux formés, ils vont tomber. Ils vont subir sous l'action du vent une nouvelle transformation. Si on réfléchit aux particules qui étaient au niveau du sol, eh bien, elles vont être arrachées, elles vont retomber au niveau du sol, elles vont progresser par petits bonds avant d'être transportées dans l'atmosphère. Et là, il y a de nombreux chocs. Ballottées par le vent, ces particules de neige vont rapidement se dégrader et devenir toutes petites. Lorsqu'elles se rencontrent, elles vont se coller les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle la cohésion de frittage. Et ça va nous créer des surfaces qui finalement sont très dures. Une congère, une accumulation de neige, parfois vous pouvez marcher dessus sans vous enfoncer. Une corniche, on peut tenir dessus parfois. Donc on a un type de neige qui est un peu différent. En France, afin d'en comprendre tous les mécanismes, des chercheurs de Grenoble étudient l'évolution de la neige dans des laboratoires spéciaux, véritables chambres froides, maintenues à une température autour de -20 degrés. Le macroscope permet de prendre des photos aux différentes étapes de la transformation d'un flocon, du moment où il quitte le nuage, jusqu'à sa dégradation progressive par les vents des blizzards. En premier lieu,
On reconnaît encore le cristal de la forme dans laquelle il était dans le nuage, mais ça commence à s'émousser, ça commence à se dégrader. Et soit il va se transformer en donnant des grains qui acquièrent de la cohésion, c'est-à-dire qu'il y a de la matière entre ces deux cristaux. En fait, on crée du liant et ils vont avoir plus de mal à se détacher les uns des autres. Mais les cristaux peuvent aussi se transformer lorsqu'ils sont mis en contact avec de l'eau liquide. Et là, tout ce qu'on a vu, en fait, ce sont des grains qui n'ont jamais vu l'eau liquide. C'est-à-dire que tout s'est fait entre la glace, l'eau sous forme solide, et l'eau sous forme vapeur contenue dans l'air. À ce stade de la transformation des flocons, les cristaux de neige n'ont pas encore rencontré l'eau liquide. La neige, encore légère, peut donc encore être soulevée par les vents. Mais dès qu'elle sera mise en contact avec de l'eau de pluie, ou quand les rayons du soleil ou bien le passage d'un air plus chaud vont commencer à la faire fondre, le visage des cristaux de neige va changer radicalement. Une fois mouillés, les flocons vont pouvoir véritablement se souder entre eux. Et ça va faire des gros grains ronds et qui ont d'énormes ponts de glace que vous voyez ici, qui leur donnent une excellente cohésion et qui ne pourra pas être arraché par le vent. L'étude de ces différents grains de neige permet de décrypter les mécanismes d'un blizzard. Il y a de la neige qui ne sera jamais dans le blizzard, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on prendrait des glaçons dans la figure, mais toutes les neiges sèches, en fait, qui n'ont pas vu encore l'eau liquide, celles-là vont pouvoir faire de la neige à blizzard. La température joue donc un rôle primordial dans la formation des blizzards. Car plus il fait froid, plus les flocons de neige restent secs et vont mettre du temps à se dégrader pour s'amalgamer. Balayés par des vents violents, cette neige à blizzard est un véritable fléau. Vraiment, le type de neige propice à la formation d'un blizzard, c'est une neige qui est sèche, qui va être facilement soulevée par le vent. C'est tout le contraire de ce qu'on appelle ici une neige à bonhomme. Donc, une neige qui est faite pour former des bonhommes de neige. Donc, une neige à bonhomme, c'est une neige qui est gorgée d'eau, qui est très, très collante, qu'on peut faire des balles très facilement avec. Donc, c'est vraiment pas le même type de neige. Non mouillée, la neige à blizzard est donc moins dense, moins lourde et plus volatile. Elle peut être soulevée et s'accumuler d'un coup, même par vent faible. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. Il suffit d'une faible accumulation, il fait grand beau, vous êtes sur une route, vous voyez la route noire, puis vous avez un virage, et à la sortie de ce virage, en fait, eh bien, il y a une petite accumulation, et cette petite accumulation va être suffisante pour être très surprenante pour le conducteur et générer un accident. Aux États-Unis, les habitants sont souvent confrontés à ce type de phénomène, et en particulier dans la région de New York. Mais certains blizzards ultra-puissants ont marqué les mémoires. En janvier 1996, par exemple, il est tombé sur la côte Est plus d'1,20 m de neige, avec des vents dépassant les 100 km/h. Dans les villes, la vie s'est arrêtée, les magasins ont fermé, et les avions ont dû rester cloués au sol. Patientez dans la queue. L'aéroport est fermé. Plus proche de nous, en 2016, toujours aux États-Unis, un blizzard surnommé Snowzilla a fait 55 morts dans 14 États. Des rafales à 137 km/h ont été enregistrées et il est tombé jusqu'à 1,70 m de neige en Caroline du Nord. C'est de la folie. Il faisait 17 degrés et maintenant il neige. Lorsqu'un blizzard monstre comme Snowzilla survient, les pertes humaines s'ajoutent au cataclysme économique que représente un tel phénomène. Lorsqu'une ville très peuplée, comme par exemple New York a connu il y a quelques années, Boston ou même Montréal, on peut, oui, parler de catastrophes naturelles parce que souvent, pour quelques jours, les activités économiques de cette ville-là vont être fortement diminuées. Des routes impraticables, des vols annulés, des écoles fermées et des véhicules d'urgence qui roulent au ralenti. Chaque année, les blizzards font de nouvelles victimes. En mars 2017, 20 personnes sont mortes lors du passage de Stella en Amérique du Nord.
Un blizzard dû à des conditions exceptionnelles que les Québécois ont qualifiées de nouvelles tempêtes du siècle. On a eu une période de neige intense, ça c'est quand même caractéristique. Vous avez la neige qui s'installe en journée, là il y a le cœur de la tempête qui s'amène. On est à 16 h en fin d'après-midi et là jusqu'à 23 h en fin de soirée, la neige va redoubler d'intensité et là on va connaître nos vents les plus forts, la visibilité tombe au plancher, les routes deviennent impraticables, on a des bouchons de circulation, il y a des gens qui vont passer la nuit complète immobilisés dans leur véhicule sur le réseau routier de la région de Montréal. Bloqué dans sa voiture, la tentation est grande de laisser tourner son moteur pour continuer à avoir un minimum de chaleur dans l'habitacle. Or, il s'agit d'une grave erreur. Durant le blizzard, parfois, il peut y avoir des intoxications au monoxyde de carbone dans les gens, dans leur voiture, qui sont pris, par exemple, dans un accident. La neige, le blizzard continue de tomber, vient boucher le tuyau d'échappement de la voiture, et là, il y a une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, c'est un des types de décès qu'on voit relativement souvent lors de blizzards importants et lors qu'il y a des accidents en voiture. Le blizzard et les accumulations de neige qu'il forme font aussi d'autres victimes. Quand il fait froid, les organismes sont mis à rude épreuve jusqu'à provoquer des crises cardiaques. D'après des chercheurs de l'Université de Montréal, celle-ci augmenterait de 16 à 34 % après un fort épisode neigeux. À cause de ces événements tragiques, les grandes villes nord-américaines ont appris à vivre sous la menace constante des blizzards. Lorsqu'ils se produisent, les populations savent qu'elles doivent limiter leurs déplacements et rester attentives aux bulletins météo. Une fois la catastrophe passée, la vie peut doucement reprendre son cours. L'inconvénient avec les blizzards, c'est que c'est quelque chose qui arrive de façon très ponctuelle. Évidemment, aussitôt que le blizzard est terminé, au lieu de rester, que la ville soit paralysée, par exemple, en 1971, le 4 mars, quand on a eu la tempête du siècle dans le sud du Québec et à Montréal, avec 47 cm de neige, là, évidemment, la ville est restée paralysée pendant pas loin d'une semaine. Ça, c'est une chose. De nos jours, un blizzard, on s'en remet au bout d'une journée et demie. Là, sur l'essentiel, tout se remet à fonctionner quand même assez rapidement. Dès que le blizzard est passé, il laisse derrière lui de très importantes accumulations de neige. Un gros travail de déneigement des rues et des infrastructures s'impose. La priorité est de dégager les axes de circulation pour que le trafic reprenne. Bien équipés, les Canadiens ont développé de puissantes machines à déneiger et peuvent mieux se préparer aux conséquences des blizzards grâce aux prévisions des scientifiques, de plus en plus précises. Les blizzards sont quelque chose d'assez bien prévu. Parce que souvent, ce sont des phénomènes tout de même à grande échelle. Quand on parle de tempêtes d'hiver très fortes, donc de dépressions très creuses, c'est quelque chose qui est massif, c'est quelque chose qui est étendu sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres. On parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. Donc oui, c'est des phénomènes qui sont relativement bien prévus. Bien connaître les blizzards et avertir les populations en temps et en heure est un enjeu majeur pour lutter contre cette force de la nature. Un phénomène si dangereux qu'une simple erreur de prévision suffit pour précipiter tout un pays dans le chaos. Lors du fameux blizzard en 2017, là, le 14 mars, là, ça demeure quand même un petit peu une énigme parce qu'il y avait des prévisions, il y avait quand même des avis concernant l'importance de la tempête, mais le terme blizzard a peut-être été sous-utilisé dans la diffusion du message au préalable avant que ça arrive. Donc, ça explique peut-être qu'on a eu à subir davantage de pertes de vie lors du passage de cette tempête. Si les blizzards frappent surtout dans les régions froides du globe, comme le Canada, ils peuvent parfois se manifester dans des régions tempérées. Comme ici, en Turquie, en 2017 à Istanbul, ou bien en 2018 à Téhéran, en Iran. Même la France n'est pas épargnée par ce phénomène météorologique extrême. Ici, les tempêtes sont dues, comme au Canada, à la rencontre entre une masse d'air froid et une masse d'air chaud. Mais en raison du climat tempéré de la France, les blizzards ne surviennent que 2 à 3 fois par an, dans des régions où il fait assez froid et où les vents peuvent souffler fort, en plaine et surtout en montagne.
Alors le blizzard en France n'est pas forcément extrêmement courant, hein. Ça existe quand même dans les situations tempétueuses en haute montagne, dans les Alpes par exemple. Et finalement c'est une situation qui en France est plutôt fréquente sur les sommets des Ballons d'Alsace ou les grands plateaux du Massif central, où là il y a de grandes zones d'altitude où la neige peut être froide et très ventée pendant des durées importantes. En France, ce que l'on pourrait qualifier de blizzard correspond à une super tempête dont le vent moyen dépasse les 90 km à l'heure, avec des rafales à 110 km/h. Un phénomène qui s'observe en plaine, mais qui est d'autant plus dangereux lorsqu'il se produit en montagne, en raison de ce que les scientifiques appellent l'effet de relief. Le déplacement de l'air va être modifié par le relief, canalisé par le relief, c'est-à-dire que l'air qui se déplace va devoir monter le long du flanc de la montagne. Donc, en fonction de la topographie, on va avoir des zones où on va avoir des accélérations du vent et des zones où on va avoir au contraire des décélérations, là, des endroits où le vent va être plus calme. Les zones d'accélération, c'est principalement les cols ou les zones de crête. En hydrodynamique, l'air conserve sa masse durant son déplacement. Donc un vent qui rencontre un rétrécissement ou un obstacle, comme on peut en avoir en montagne, va devoir accélérer ou dévier son flux afin de conserver sa masse. En France, le blizzard de montagne est d'autant plus violent à cause du relief qui accentue la vitesse du vent. Mais un deuxième facteur va venir aggraver les conditions de cette tempête pour les personnes et les infrastructures d'altitude. Le transport de neige par le vent. Dans un premier cas, où en fait la neige va être simplement reprise au niveau du sol, eh bien ça peut simplement se traduire par une couche de neige. Cette couche de neige transportée par le vent va se densifier et boucher la visibilité au sol. Et puis, plus la vitesse du vent va augmenter, plus ces particules vont être arrachées. Donc cette couche, finalement, elle va être de plus en plus importante. Hein. On va avoir des hauteurs de transport assez conséquentes. Ça peut même monter jusque dans l'atmosphère. Hein. On parle de montagnes qui fument. Hein. Cette neige soulevée par le vent va s'ajouter à la neige qui tombe en cas de blizzard, provoquant des dégâts très importants. On a une tempête de neige avec beaucoup de neige qui va tomber au niveau du sol et du vent en même temps. Et là, on tombe sur des gros épisodes avec beaucoup d'influence sur les infrastructures, sur le déplacement des gens. Lorsque le blizzard frappe en plaine, la neige qui s'accumule rapidement à cause des rafales de vent peut provoquer des accidents. La chaussée devient glissante et tout véhicule devient rapidement hors de contrôle. Mais là où le blizzard peut provoquer de sérieux dégâts, c'est lorsqu'il frappe en montagne. Vient s'ajouter autre chose qui concerne d'une part les stations de ski, qui va être la gestion de la neige sur le domaine skiable, hein, puisque au niveau d'une crête, on peut avoir de la neige qui est arrachée. Et donc vous avez de la neige partout sur le domaine, sauf au niveau de la crête. Donc il va falloir gérer cette problématique. Autre problématique, le phénomène de transport de neige par le vent en cas de blizzard va aussi augmenter les risques d'avalanche. Il va y avoir la formation de corniches, hein, donc le relief est toujours la clé explicative. Hein. Vous avez du vent, il va être accéléré, la crête va être dégarnie, il va y avoir formation d'une corniche, formation de ce qu'on appelle une plaque à vent avec une structure particulière. Si cette plaque à vent qui est assez cohésive, elle se retrouve au-dessus d'une couche fragile, il va y avoir des risques supplémentaires. En France, les 2/3 des accidents en montagne dus à des avalanches sont liés à des épisodes de transport de neige par le vent. Pour éviter le pire, les météorologistes surveillent les tempêtes susceptibles de se transformer en blizzard dans les zones de montagne. Mais les conséquences de cette force de la nature restent imprévisibles. En janvier 2018, la tempête Eleanor a par exemple fait 7 victimes en France. Le blizzard qu'on va dire peut-être le plus fréquent en montagne est celui qui finalement est lié aux grandes tempêtes
atlantique. Typiquement, la tempête Eleanor, qui était le 3 janvier 2018, a donné des conditions au-dessus de 2000-2500 mètres environ, qui étaient des conditions totalement comparables à des grands blizzards de l'Amérique du Nord. Avec plus de 50 départements classés en vigilance orange, Eleanor est la tempête la plus meurtrière en France depuis Xynthia en 2010. Eh bien, cette tempête a entraîné des vents supérieurs à 150 km/h pratiquement partout au-dessus de 2500 mètres. Et donc, elle a entraîné la fermeture par précaution de pratiquement l'ensemble des stations de sport d'hiver pendant environ 2 jours. En plus des vents violents et du risque d'avalanche, les blizzards de montagne répandent un froid glacial qui gèle tout sur son passage et face auquel l'homme est particulièrement sensible. Souvent, quand il arrive des blizzards, on connaît des températures relativement froides. Donc, on peut parler de moins 20 degrés Celsius, de moins 30 degrés Celsius même. Alors, il y a l'effet de refroidissement éolien. Donc, la peau qui est non protégée peut subir des engelures assez rapidement. On parle de quelques minutes, voire une dizaine de minutes. Le vent, la neige et le froid. Voici les 3 facteurs qui font du blizzard un tueur implacable. Pris dans cet enfer blanc, des personnes peuvent avoir l'impression de geler sur place à cause du caractère extrême des températures ressenties. La différence entre la température observée, mesurée et la température ressentie, elle va être principalement due à l'effet du vent. Un exemple, si on a une température de moins 10 degrés et un vent modéré de 30 km/h, on va avoir une température ressentie qui pourrait être de moins 20 degrés. Les variations de température déterminent la force d'un blizzard. Mais elles peuvent provoquer un autre phénomène tout aussi dangereux, la tempête de verglas. Dans le cas d'une tempête de verglas, ce n'est plus la neige comme dans un blizzard qui ensevelit la ville, mais la glace qui recouvre tout. Parmi les tempêtes de glace les plus meurtrières, celle de janvier 98 au Québec est restée dans les mémoires sous le nom de crise du verglas. Alors qu'on attend 1 à 2 cm de pluie verglaçante, il en tombe 10 en seulement 5 jours. Des couches de glace compactes s'accumulent et paralysent les villes. À cause du poids de la glace, près de 1000 pylônes en acier et 3000 km de lignes électriques sont détruits. La moitié du Québec est plongée dans le noir. 1 400 000 habitants se retrouvent sans électricité pour s'éclairer ou se chauffer pendant parfois plus d'1 mois. 600 000 personnes sont déplacées et 30 sont mortes. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui provoque une tempête de verglas? Il faut qu'au cours d'un épisode de blizzard, les cristaux contenus dans le nuage et qui tombent sous forme de neige en traversant une atmosphère très froide rencontrent une masse d'air plus douce venue du sud. La neige traverse alors cette couche dont la température est au-dessus du point de congélation. Elle fond. En repassant dans la couche proche de la surface, toujours sous 0 degré, cette neige, devenue pluie, gèle quasi instantanément au contact de tout objet resté sous une température négative. C'est ce qu'on appelle une tempête de verglas. Cependant, si la couche froide de surface est suffisamment épaisse, la pluie pourra se recongeler avant même d'atteindre le sol. Elle donnera alors du grésil. Très exposée à ce genre de phénomène, la région de Montréal subit entre 12 et 17 tempêtes de verglas par an. Mais la plupart ne durent que quelques heures. Les accumulations de glace dépassent alors rarement les quelques millimètres. Sauf en 98, où entre 5 et 10 cm se sont déposés. Avec des dommages chiffrés à plus de 1,5 milliard de dollars, la crise du verglas de 98 reste un phénomène exceptionnel qui a marqué l'histoire du Canada. Mais parce qu'ils sont beaucoup plus fréquents, les blizzards causent plus de dégâts. Chaque année, ils tuent un peu partout dans le monde en combinant température basse, vent violent et brutales accumulations de neige. Une force de la nature avec laquelle l'homme doit composer depuis des siècles, comme ici à Chicago en 1933. Au Canada en 1947, un terrible blizzard a paralysé tout le nord-ouest québécois pendant 2 jours.
les personnes devaient passer par les fenêtres ou bien creuser des tunnels pour sortir de chez elles. La neige, arrivée jusqu'au niveau du télégraphe, a empêché les trains de circuler normalement et bloqué les infrastructures. Aujourd'hui encore, lorsqu'un blizzard survient, les prévisionnistes peinent à anticiper certaines chutes de neige. Une des difficultés, c'est justement la neige qui tombe. Quand elle tombe, ça se mesure assez bien. Mais quand le vent s'amuse avec la neige en question, là, vous courez après vos flocons. Alors là, vous allez avoir, par exemple, un endroit où il va y avoir 1 centimètre au sol et vous allez avoir un autre endroit où vous allez vous retrouver avec 1 mètre de neige au sol. Souvent, ça va qualifier aussi l'intensité d'un blizzard, l'épaisseur, la hauteur des congères, des bancs de neige là, qui vont avoir été créés par la force des vents. La mesure de la quantité de neige transportée par le vent est un enjeu majeur pour comprendre les blizzards. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des outils à la pointe de la technologie pour enregistrer la quantité de neige déplacée par le vent. En montagne, les chiffres sont parfois impressionnants. Si on parle en ordre de grandeur, c'est-à-dire une estimation grossière, eh bien, dans les Alpes, si vous prenez 1 mètre de crête, ici voici ma crête, mon vent arrive comme ceci, quelle est la quantité qui va être transportée? Eh bien, pour une année, vous allez à peu près avoir 100 tonnes qui vont passer sur cette crête. Donc 100 tonnes de neige, juste dues à l'effet du vent, vont passer au niveau de cette crête. Si on passe à un autre continent, l'Antarctique, eh bien là, on va changer d'ordre de grandeur. On est sur 1000 tonnes qui vont passer par cette... Alors là, il ne s'agit pas d'une crête, mais par cet endroit qui fait 1 mètre. Afin de mesurer le blizzard et la quantité de neige transportée, Météo France et l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, partagent un site expérimental en haut de la station de l'Alpe d'Huez, à 2720 mètres d'altitude. Avec sa topographie particulière, le col du lac Blanc est une véritable soufflerie naturelle. Les équipements mis en place montrent que pendant 10% du temps, le site connaît des épisodes de transport de neige par le vent. Grâce à de nombreux capteurs connectés à plusieurs stations automatiques, les scientifiques peuvent ainsi étudier les effets du vent sur les mouvements de la neige. Donc on a installé ici un profil de mesure verticale de vent, donc, pour tenir compte du ralentissement du frottement du vent sur le sol, donc à différentes altitudes. Ce profil est réglable en hauteur, donc il suit l'épaisseur du manteau neigeux. Et pour plus de précision, on a installé aussi un anémomètre sonique 3 dimensions qui, lui, mesure plus précisément et plus rapidement les variations du vent. Autre information précieuse pour mesurer la force d'un blizzard, la taille des particules de neige transportées doit aussi être calculée. Donc ici, on dispose de capteurs dédiés au transport de neige par le vent, donc qui s'orientent en fonction de la direction du vent. Et ici, on a un capteur avec 2 branches, un faisceau optique entre les 2 petits bras, et les particules viennent croiser ce faisceau optique, et on vient mesurer la taille des particules qui croisent ce faisceau. Les résultats des capteurs sont compilés par ordinateur avant d'être envoyés aux chercheurs. Donc on peut voir ici les mesures faites par le capteur de vitesse et direction du vent. Et on voit typiquement qu'en dessous d'un certain seuil de vent, en fait, les particules ne sont pas mobilisées. Et à partir d'un certain seuil de vent, les particules se mettent en mouvement. En fait, les grains au sol sont tenus par des petits ponts de glace. Et tant que la force du vent n'est pas suffisante pour arracher ces petits grains de glace, il n'y a pas de mécanisme de transport. À partir du moment où on a dépassé ce seuil, les premières particules s'arrachent et vont en impacter d'autres et ainsi de suite, et on va avoir le déclenchement du mécanisme de transport. En fonction de la qualité de la neige, il va falloir des vitesses de vent plus ou moins fortes pour la transporter. Lorsque le vent est suffisamment violent, alors pour de la neige fraîche aux alentours de 4 à 6 mètres par seconde, et puis, en fonction des transformations, eh bien, il faudra une vitesse de vent de plus en plus importante. Donc, on peut avoir des neiges vraiment transformées. Et là, il faudra des vents de quelques 20 mètres par seconde, donc, ce qui est conséquent pour pouvoir les arracher du manteau neigeux. 20 mètres par seconde, soit plus de 70 km/h. C'est plus qu'il n'en faut pour soulever des neiges légères qu'un vent de 10 km/h parvient déjà à transporter. Mais les neiges les plus dures, elles, ne s'envoleront qu'avec un vent atteignant les 100 km/h. Ce mécanisme de transport de neige par le vent se décline en 2 modes.
la reptation lorsque les grains de neige rampent au niveau du sol, et la saltation, lorsque les grains sont arrachés à une couche de neige d'au moins 10 cm et qu'ils progressent par bonds. Dans ce cas, leur diffusion est turbulente et les grains de neige peuvent être emportés jusqu'à 100 mètres de hauteur, comme dans une tempête de sable. En bout de course, la neige va alors s'accumuler un peu partout et pas toujours là où on le souhaite. En France, un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une route, ça peut être un couloir d'avalanche. Partout dans le monde, les accumulations de neige sont un véritable fléau pour toutes les infrastructures. Elles empêchent les voitures de circuler, ralentissent le trafic et obligent les hommes à sortir leurs pelles pour pouvoir s'en dégager. Pour éviter que des accumulations surprises bloquent les voies de circulation, il faut donc anticiper avec les scientifiques ce phénomène dès leur conception. Il existe tout un jeu de dispositifs qu'on peut mettre en place. Bon, le premier dispositif consiste à avoir des formes très aérodynamiques. On peut surélever par exemple les routes, donc on va avoir une accélération locale. On va éviter les zones qui sont en déblai. En fait, il est préférable d'avoir des zones qui sont au contraire en remblai parce qu'on a cette fameuse accélération. Lorsque les routes ne peuvent pas être surélevées, il faut créer des obstacles pour bloquer la neige dans sa course. C'est-à-dire que si la route est ici, le vent arrive dans ce sens-là, on va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc si elle se dépose là, elle n'ira plus là. Comme il est impossible d'arrêter un blizzard, l'homme doit construire des équipements capables de lui résister. Dans les Alpes, c'est ce que les scientifiques ont fait au refuge du Goûter, situé à 3835 mètres d'altitude. La structure de ce refuge dernière génération a été testée sous forme de maquette dans une soufflerie artificielle. Cet appareil est capable de recréer derrière une vitre les conditions d'un puissant blizzard, avec ses vents et ses accumulations de neige. Les enjeux, ils étaient de deux sortes. D'une part, permettre un accès au refuge, c'est-à-dire que les entrées devaient être au maximum dégagées. Et puis, un autre aspect, au contraire, là, il fallait essayer de générer une accumulation sur le fondoir, puisque on peut faire fondre la neige pour l'alimentation en eau du refuge. Et donc, au contraire, il fallait que le fondoir soit situé dans une zone d'accumulation de la neige. Pari réussi. Grâce aux tests réalisés par les scientifiques, le refuge du Goûter, avec sa forme aérodynamique, est capable de résister aux blizzards les plus violents, avec des vents pouvant atteindre ici les 300 km/h. Tandis que son fondoir, où la neige vient s'accumuler, permet de récupérer et de stocker 18 000 litres d'eau. À force d'études et de calculs, l'homme aurait donc réussi l'exploit d'apprivoiser le terrible blizzard. On essaye d'utiliser au mieux les forces de la nature de la façon qui nous arrange le mieux, en quelque sorte. Et effectivement, il s'agit un peu de jongler avec les éléments, mais le jeu est limité parce que, en fait, bien souvent, la nature nous impose des contraintes contre lesquelles il est quand même difficile de lutter, qu'il est difficile de contrecarrer. Une super tempête venue du froid. Des vents violents conjugués à des températures glaciales. De la neige fine et légère qui fuse et s'accumule. Le blizzard est l'une des forces de la nature les plus impressionnantes sur Terre. Comme un ouragan, le blizzard se forme au contact d'une masse d'air chaud rencontrant une masse d'air froid. Ce phénomène météorologique qui entraîne des vents violents et de fortes précipitations va faire d'autant plus de dégâts lorsqu'il se produit en hiver dans les régions les plus proches des pôles. Cette super tempête conjuguée au facteur froid va entraîner la formation de flocons qui vont tomber en abondance, être repris par les vents et former des accumulations de neige. Avec une visibilité réduite qui fait perdre à l'homme tous ses repères, mais aussi des risques d'engelure, d'étouffement, de crise cardiaque et surtout d'accidents de la route. Mieux vaut ne pas se laisser piéger par un blizzard. Pourtant, chaque année dans le monde, des personnes meurent dans les griffes d'une de ces super tempêtes, même quand elles frappent les grandes villes d'Amérique du Nord. Pour prévoir ce phénomène,
les scientifiques continuent d'étudier au plus près ces 3 ingrédients que sont le vent, la neige et le froid. Autre clé de la lutte contre le blizzard, la diffusion de l'information pour alerter les populations est prise très au sérieux dans les pays à risque. Enfin, grâce à des machines perfectionnées capables de dégager d'énormes quantités de neige, l'homme peut désormais se remettre plus rapidement de ce phénomène encore meurtrier. Mais pour combien de temps encore? À l'heure du réchauffement climatique, on pourrait penser que les blizzards vont devenir plus rares et moins violents. C'est tout le contraire. La science des changements climatiques nous enseigne que, avec le réchauffement global, on risque d'avoir des hivers un petit peu plus courts, moins de chutes de neige en termes de quantité totale pour un hiver. Par contre, ce qu'on semble vouloir connaître également, c'est des tempêtes plus intenses. En créant de plus grandes tempêtes, le réchauffement climatique pourrait donc potentiellement générer de plus grands blizzards, de véritables ouragans hivernaux. Si votre température de l'eau de l'Atlantique est plus élevée que ce qu'on a connu historiquement, ça, c'est un capital en humidité, c'est un capital en énergie aussi. Alors ça abreuve les tempêtes. C'est bon pour les ouragans, c'est bon aussi pour les tempêtes qui peuvent se développer en temps hivernal. Devrons-nous faire face à des blizzards de plus en plus violents? Les récentes tempêtes Stella, Eleanor ou Snowzilla qui ont frappé l'Europe et l'Amérique semblent le présager. Mais grâce à la science, l'homme espère prévoir avec plus de précision cette terrible force de la nature pour mieux s'en protéger.